Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast des 4 piliers où l'on parle de sommeil, de nutrition, de santé physique et de santé mentale et comment améliorer ses habitudes pour être en meilleure santé basée sur la science et l'expérience. Je suis Baptiste Tasson et je suis un étudiant pour la vie qui partage les choses que j'apprends concernant la santé pour en faire bénéficier le plus grand nombre gratuitement et rapidement. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet des mécanismes engendrant la perte ou la prise de poids. Nous allons dans ce début d'épisode répondre à la question de savoir s'il est intéressant d'envisager de ne manger que de la viande maigre pour la perte de poids et même en général. Tout d'abord, il faut sortir de votre tête l'idée que manger des graisses vous rend obèse, que manger des graisses fait grossir. Ça n'est pas le cas. En tout cas pour les graisses animales, parce que ces graisses animales contiennent un panel de nutriments essentiels pour votre corps, comme certains acides gras qu'il est nécessaire que vous ayez et sans qui vous pouvez être très malade, voire carrément mourir. Et il y a des nutriments liposolubles que vous devez également avoir, sinon vous risquez d'être encore une fois très malade, voire encore une fois de mourir. C'est pourquoi manger uniquement de la viande maigre, de la viande qui n'est pas grasse, n'est pas une bonne idée. Vous pouvez bien évidemment manger du blanc de poulet ou un steak de bœuf de temps en temps pour varier les plaisirs, mais la grande majorité de vos repas doivent impérativement être constitués de viande grasse, c'est-à-dire de viande marbrée. Il faut que vous puissiez tout simplement voir la graisse et que vous puissiez la manger tout simplement. De plus, vous le savez déjà, mais les protéines sont les éléments constitutifs de votre corps, de vos fibres musculaires jusqu'à votre code génétique. Code génétique qui n'est autre que des chaînes d'acides aminés provenant de la décomposition des protéines, justement. Et comme nous l'avons déjà évoqué plusieurs fois dans le podcast, les protéines ne sont pas et ne doivent pas être votre source primaire de carburant, en tout cas pas sur les moyens et long terme, car il vaut mieux qu'elles servent à la structure de votre corps, car elles sont bien plus utiles et bien plus efficaces pour faire cela que pour vous apporter de l'énergie. De surcroît, si vous utilisez les protéines comme source principale de carburant, cela peut vous faire du mal, avec ce que l'on appelle l'empoisonnement des protéines, qui résulte des réactions chimiques nécessaires à la conversion des protéines en source de carburant, en plus de demander plus d'énergie à votre corps que pour brûler des lipides par exemple. Donc l'utilisation des protéines comme source de carburant est à réserver pour des cas extrêmes, si vous êtes dans une situation de vie ou de mort en train de survivre dans la nature par exemple, et non comme une solution quotidienne au risque de fortement nuire à votre santé globale. Par conséquent, manger uniquement de la viande maigre n'est pas une manière durable et saine pour votre corps de manger afin que vous puissiez prospérer sur le long terme. Depuis plus d'un demi-siècle maintenant, la grande majorité des programmes de perte de poids se sont basés sur deux choses, sur deux principes. Le premier, c'est être en déficit calorique et le deuxième, c'est éviter de manger des graisses. Donc on pourrait tout à fait imaginer qu'il existe des programmes de perte de poids carnivores qui vous conseillent de manger moins de 1000 calories par jour et de ne manger que de la viande maigre. Or, aucun de ces programmes, qu'ils soient carnivores ou non, n'ont réussi à donner des résultats qui durent dans le temps pour les personnes les ayant suivis. Car ça n'est tout simplement pas quelque chose que vous allez pouvoir garder sur le long terme. Ça n'est pas une manière de manger qui est saine pour votre corps. La question à vous poser si vous voulez perdre du poids est la suivante. Voulez-vous simplement perdre du poids ou bien voulez-vous être en bonne santé et atteindre une masse et une composition corporelle saine parce que vous êtes en bonne santé grâce à ce que vous mangez? Pour tous ces programmes de perte de poids, certes, vous allez très probablement perdre du poids, mais à quel prix? Ça n'est pas une manière durable de consommer de la nourriture que celle suivie dans ces différents programmes, même carnivores. De plus, que faites-vous après ça? Ok, vous avez perdu les 10 kilos en trop que vous aviez, mais que faites-vous maintenant?
car vous ne pouvez pas seulement manger de la viande maigre et moins de 1000 calories par jour pour le restant de vos jours. Ou bien le restant de vos jours sera très court et rempli de souffrance. Et malheureusement, la plupart des personnes, comme on ne leur apprend pas comment il faut qu'elles mangent sainement après ça, eh bien ces personnes retournent à leurs vieilles habitudes de consommation et reprennent en général tout ce qu'elles avaient réussi à perdre, voire plus dans le pire des cas. La bonne façon de faire pour perdre du poids en suivant un régime carnivore est de manger de la viande grasse, marbrée à souhait, jusqu'à ce que ça ne soit plus bon en bouche, et ce, autant de fois que votre corps le réclame par jour. De cette manière, vous allez éviter tous les désagréments causés par un programme de perte de poids en mangeant de manière saine et durable pour votre organisme. De plus, nombreuses sont les personnes ayant perdu du poids en mangeant beaucoup de graisse animale. Pourquoi cela? Cela est dû au fait, et plusieurs études l'ont prouvé, que si vous consommez moins de 9% de vos calories quotidiennes en protéines, vous allez déclencher l'apparition de la protéine appelée FGF21, qui elle-même va déclencher le processus de lipolyse dans votre corps, la lipolyse étant un mécanisme de dégradation des lipides. Donc, manger plus de gras et surtout moins de protéines peut vous permettre de perdre du poids. Et c'est surtout la quantité de protéines qui fait la différence, car il est possible de perdre du poids en ne mangeant que des glucides. Ça s'appelle en anglais la sugar diet. Ce régime alimentaire consiste à manger extrêmement peu de protéines et beaucoup de glucides via des pâtes, du riz, des pommes de terre et tous les trucs du genre. Bien que cette approche diététique fonctionne pour la perte de poids, cela va tellement endommager votre corps, euh, car ce ne sont pas des choses que vous voulez avoir dans votre organisme dans de telles quantités, que je ne vous conseillerais certainement pas de suivre ce type de régime si votre but est la perte de poids, parce que sur le court terme, ça risque de marcher, mais sur le long terme, ça risque d'être une autre histoire. Cela est aussi en lien avec ce dont nous avons déjà discuté dans l'épisode du podcast sur la traque des macronutriments, qui est qu'il vous faudra manger 2 fois plus de protéines pour obtenir la même quantité d'énergie qu'avec la graisse animale, ce qui fait que vous mettez plus de matière dans votre corps si vous mangez plus de protéines que si vous mangez plus de graisse animale. Et donc cela peut conduire à prendre du poids. Pour rappel, pour 1 gramme de protéines, eh bien, il y a 4 calories, alors que pour 1 gramme de graisse, il y a 9 calories. Donc, pour avoir la même quantité d'énergie, vous allez devoir manger plus de protéines que de graisse. Donc, si votre objectif est uniquement la perte de poids, augmentez votre prise de graisse animale et consommez une faible quantité de protéines, mais il faut quand même que vous en consommiez car je vous rappelle que votre structure corporelle est faite à partir des protéines et cela vous permettra ainsi de déclencher le processus de perte de poids en appelant la molécule FGF21 dont nous avons parlé juste avant. Encore une fois, il n'y a aucun problème à vouloir perdre du poids. Le tout, c'est de le faire d'une manière saine pour votre corps afin que vous puissiez continuer à vivre en bonne santé. Et tous ces programmes de perte de poids qui vous affament et qui vous nourrissent mal, certes, ces programmes-là vont vous faire perdre du poids, mais il ne faut pas juste regarder ce que vous affiche votre balance. En effet, une balance conventionnelle ne vous indique pas votre composition corporelle et ne vous indique pas si ce que vous avez perdu, c'est de la masse graisseuse ou bien de la masse musculaire. Vous avez peut-être entendu parler du médicament nommé l'Ozempic, qui est un antidiabétique. Et bien que vous perdiez effectivement du poids en prenant ce médicament, eh bien 40% de la masse perdue va être de la masse musculaire et non du gras, ce qui est terrible d'un point de vue longévité car il est bien plus dur de reprendre de la masse musculaire que de reprendre de la graisse. Et de surcroît,
une fois que vous arrêtez de prendre de l'Ozempic, vous allez non seulement regagner inévitablement tout ce que vous aviez perdu, mais en plus, ça ne sera que du gras et non du muscle. Donc au final, vous aurez certes la même masse sur la balance qu'avant d'en avoir pris, mais vous aurez en réalité perdu du muscle et pris du gras, et donc, en plus d'avoir, pardon, causé de sérieux problèmes hormonaux. Donc ça n'est pas ce que vous recherchez, vous voulez être en bonne santé sur le long terme, et ces médicaments ou programmes vous offrent globalement tout sauf ça. On nous a répété pendant des décennies que pour perdre du poids, il fallait manger moins et bouger plus. Mais pour beaucoup, ce conseil ne fonctionne tout simplement pas. Ça n'est pas dû à un manque de volonté, c'est un échec non pas de la personne, mais bien du modèle lui-même. Ce modèle, qui est le modèle des calories consommées contre les calories dépensées, calories in, calories out en anglais, est un modèle dont nous avons déjà parlé sur le podcast, et ce modèle traite le corps humain comme une vulgaire machine à combustion interne, comme un simple moteur thermique, tout en ignorant la complexité de notre biologie. Notre corps est un système sophistiqué gouverné par les hormones et par et par des signaux métaboliques. Ces signaux décident s'il vaut mieux brûler du carburant pour en utiliser l'énergie, ou bien s'il faut le stocker dans les réserves constituées de cellules adipeuses. Or, se concentrer uniquement sur les calories ignore la qualité de ces dernières et et ça ignore aussi l'impact qu'elles ont sur notre corps. Le mantra que l'on entend le plus souvent consiste à blâmer les individus, ce qui amène à la honte et à la frustration. La vérité donne du pouvoir. Le problème est la désinformation, c'est-à-dire les informations erronées, trompeuses, incomplètes, défectueuses qui nous sont données. Le problème n'est pas un manque d'effort de notre part, on ne nous donne simplement pas les bonnes ou pas toutes les informations nécessaires. Comprendre notre corps comme étant un acteur majeur de notre santé métabolique est essentiel. Nous devons regarder au-delà des calculs sur les calories et aller voir la biologie du stockage des graisses. Les hormones contrôlent si les calories que vous ingérez sont brûlées, stockées ou utilisées pour la structure de votre corps, comme c'est le cas pour les protéines. En comprenant ces signaux, nous pouvons travailler avec notre biologie. Cette perspective ouvre une voie durable vers une masse corporelle saine, voie basée sur la science et non sur le dénigrement des individus. Imaginez que vous soyez à un dîner composé de deux ingrédients principaux, des glucides et des lipides. Le cycle de Randle, découvert dans les années 60, explique la compétition entre les glucides et les acides gras libres, notamment pour savoir qui servira pour produire de l'énergie. Nos cellules préfèrent brûler des glucides pour produire de l'énergie quand cette source de carburant est disponible, sous forme de glycogène par exemple, car c'est la source de carburant la plus facile et la plus rapide à brûler. Quand les glucides et les lipides sont tous les deux présents en même temps dans notre système digestif, les glucides sont priorisés, laissant les graisses être stockées. Cela crée donc un embouteillage métabolique où des niveaux élevés de glucose empêchent la combustion des graisses. Ce processus est normal chez l'homme, mais il est problématique avec les régimes alimentaires modernes qui sont très riches à la fois en glucides raffinés ou complexes et à la fois très riches en graisse et souvent en graisse végétale et non en graisse animale. Graisse végétale provenant des huiles végétales bien sûr, qui en plus de vous causer des problèmes de prise de poids à cause du mécanisme dont nous venons de parler avec le cycle de Randle, elles vont tout simplement vous dérégler votre métabolisme et créer tout un tas de problèmes supplémentaires car elles n'ont rien à faire dans votre corps. Des plats tels que les pizzas ou les burgers inondent votre système avec deux sources de carburant que sont les glucides et les lipides, ce qui submerge les cellules. Notre biologie ancienne a du mal avec l'environnement alimentaire moderne dans lequel elle se trouve. Comprendre cela nous aide à voir pourquoi une combinaison de beaucoup de glucides et de beaucoup de graisses est problématique pour notre gestion de masse corporelle.
L'insuline est la gardienne de notre métabolisme, gérant entre autres le taux de sucre dans le sang et le stockage des graisses. Quand nous mangeons des glucides, ils sont décomposés en glucose, qui a pour effet de faire monter notre taux de sucre dans le sang, ce qui déclenche la libération d'insuline. L'insuline va autoriser le glucose à aller dans les cellules pour qu'il puisse servir de source d'énergie, mais elle va aussi favoriser le stockage des graisses. Elle verrouille les cellules adipeuses, ce qui les empêche de pouvoir libérer les graisses stockées. C'est ce qui conduit tout droit à l'obésité. Les glucides raffinés ou complexes, ainsi que les sucres simples, favorisent la prise de graisse et donc la prise de poids. Des niveaux d'insuline élevés stoppent la combustion des lipides et promeuvent leur stockage. Cela crée un cycle. L'énergie est verrouillée dans les cellules adipeuses, laissant le corps affamé. Par conséquent, de fortes envies de consommer des glucides montent en nous, ce qui nous amène à manger plus et à faire augmenter nos niveaux d'insuline une fois de plus. Depuis l'extérieur, il semble que la suralimentation cause la prise de graisse. Mais c'est en fait le stockage des graisses à l'intérieur de notre corps qui favorise la suralimentation avec les cellules adipeuses qui accumulent de l'énergie sans jamais la libérer. Donc la suralimentation n'est pas la cause de la prise de poids, mais un effet de la combinaison des glucides et des graisses. Voyons maintenant un nouvel exemple pour illustrer l'impact de vos choix culinaires sur votre organisme. Considérons deux collations de 200 calories chacune. La première, des bretzels et du jus de fruits, et des noix et du fromage pour la deuxième. Le mode de comptage traditionnel des calories voit ces deux collations comme identiques. Mais leurs effets sur notre corps ne sont pas du tout les mêmes. La première collation, composée de bretzels et de jus de fruits, inonde le corps avec des glucides, augmentant le taux de sucre dans le sang et par conséquent augmentant l'insuline, insuline qui va verrouiller les cellules adipeuses, stockant ainsi de l'énergie qui ne sera pas utilisable et causant un crash, ce qui va amener à une sensation de faim. Pour la seconde collation, collation composée de noix et de fromage, deux ingrédients contenant très peu de glucides, eh bien, cette deuxième collation garde le taux de sucre dans le sang stable et en conséquence, les niveaux d'insuline sont faibles eux aussi. Ils n'augmentent pas de manière spectaculaire. Bien qu'attention, les noix contiennent des lectines qui risquent de causer d'autres problèmes de santé sur le long terme. Cela permet quand même de mettre en évidence qu'avec cette seconde collation, les cellules adipeuses peuvent libérer de l'énergie, elles ne sont plus verrouillées, ce qui fournit une sensation de satiété durable. Donc, la source de laquelle proviennent les calories est plus importante que le nombre de calories. Les bretzels et le jus de fruits promeuvent le stockage de graisse et les envies fortes de manger à nouveau des glucides, là où les noix et le fromage supportent la combustion des graisses et la satiété. Adopter un régime alimentaire pauvre en glucides peut donc amener à une perte de poids sans s'affamer. Le modèle d'équilibre énergétique, ou modèle de calories consommées contre calories dépensées, traite le corps, comme nous l'avons dit, comme un gérant de calories. Le modèle de masse se concentre sur les substances physiques, telles que les graisses, les protéines et les glucides. Nous gagnons du gras physique, pas de l'énergie abstraite. Au lieu de se demander pourquoi nous mangeons trop et consommons trop d'énergie, il faut se demander pourquoi telle ou telle nourriture est stockée en tant que graisse dans notre corps. Cela change l'attention du comportement à la biologie. Si l'on évoque maintenant le stockage excessif de graisse, les hormones, en particulier l'insuline, régulent le stockage des graisses. Des niveaux déréglés, souvent à cause de l'alimentation, causent une accumulation de carburant dans les tissus adipeux.
La suralimentation est un symptôme et non la cause de l'accumulation des graisses, comme je le disais plus tôt. Les régimes alimentaires modernes, riches en glucides et en graisses, créent des défis métaboliques. D'un point de vue historique, les régimes alimentaires étaient en général riches soit en glucides, soit en graisses, mais pas les deux en même temps. La nourriture industrielle, riche en glucides et en lipides, crée quant à elle des conditions parfaites pour la prise de poids. Les glucides font augmenter l'insuline, priorisant ainsi la combustion des sucres et empêchant celle des graisses. Graisses qui vont être stockées pour la plupart dans les cellules adipeuses, créant ainsi une machine efficace de stockage de graisse. Cette combinaison de glucides et de lipides peut amener à une prise de poids, même sans la consommation excessive de calories, preuve en quelque sorte de leur inutilité. De plus, la nature addictive de ces nourritures crée un cycle d'envie de manger et de stockage de graisse. Pour revenir un peu à notre corps, parlons du microbiote intestinal. Le microbiote intestinal, c'est-à-dire les micro-organismes dans notre système digestif, influencent notre métabolisme. Ces micro-organismes affectent l'extraction de calories et les signaux de stockage de graisse. Les bactéries bénéfiques pour nous, présentes dans notre microbiote, produisent les AGV, les acides gras volatiles, ou acides gras à chaîne courte, short chain fatty acids en anglais, ce qui améliore notre sensibilité à l'insuline et réduit l'inflammation. Un microbiome intestinal sain favorise la maigreur. Une flore intestinale en mauvaise santé, due à la nourriture industrielle ou transformée, augmente l'absorption de calories et l'inflammation dans notre organisme. Les bactéries intestinales peuvent influencer les envies de manger, créant ainsi des cycles d'alimentation malsaines. Favoriser une bonne santé intestinale est essentiel pour la gestion du poids et pour la santé métabolique. Une inflammation chronique de faible intensité est un acteur majeur de l'obésité. Un excès de graisse corporelle produit des cytokines enflammées, créant un cycle d'inflammation. L'inflammation cause de la résistance hormonale, comme par exemple la résistance à l'insuline. Des niveaux élevés d'insuline promeuvent le stockage des graisses, en particulier au niveau de l'abdomen. L'inflammation dérègle les signaux hormonaux nominaux, forçant le stockage des graisses. Le mode de vie moderne, comprenant une alimentation de qualité médiocre, du stress presque quotidien et du manque de sommeil, déclenche l'inflammation dans notre corps. Briser le cycle demande des nourritures anti-inflammatoires, une gestion du stress et du repos. Nous allons à présent voir l'histoire de Lisa, qui illustre en quoi les conseils conventionnels sur la perte de poids échouent souvent et probablement que bon nombre de personnes ont déjà été ou sont actuellement dans la même situation que Lisa au début de son histoire. Lisa suivait la méthode du comptage des calories consommées contre les calories dépensées et faisait de l'exercice physique régulièrement. Mais elle a quand même pris du poids. Son régime alimentaire, riche en glucides raffinés ou glucides complexes, a causé des augmentations d'insuline et par conséquent le stockage de graisse, dans les cellules adipeuses. Son corps était dans un tumulte hormonal avec des niveaux élevés d'insuline, niveaux élevés qui ont verrouillé les cellules adipeuses. C'est alors que l'on a déplacé son attention vers la qualité de la nourriture qu'elle consommait et non plus sur la quantité de calories. Des graisses, des protéines et des fibres saines ont remplacé des glucides raffinés ou complexes. Son énergie a grimpé en flèche, les envies de manger tout le temps sont parties et la perte de poids a commencé. Comprendre la biologie et non s'entraîner encore plus a été le point clé de sa réussite. La prise de poids, et notamment de graisse corporelle, est un problème biologique et pas simplement des calculs de calories. Les hormones, et en particulier l'insuline,
encourage le stockage des graisses. Le modèle glucide-insuline montre que les glucides déclenchent la libération d'insuline. Le cycle de Randle explique le conflit métabolique des régimes riches en glucides et en lipides. La santé intestinale et l'inflammation influencent également la prise de poids. Traiter ces facteurs est crucial pour réussir à perdre du poids ou pour ne pas en prendre. Le récit de l'échec individuel, c'est-à-dire de l'échec de l'individu concernant la gestion de son poids, ce récit est défectueux et comprendre la biologie humaine offre un nouveau chemin à suivre. La prise de poids ou la prise de graisse est guidée par des signaux hormonaux, pas par un échec personnel, pas par un échec de la personne elle-même. Vous pouvez changer ces signaux avec de la nourriture de qualité, nourrissante et adaptée pour l'espèce humaine, car encore une fois, aucun animal en liberté dans la nature n'a de problème de gestion de poids lorsqu'il mange le régime alimentaire approprié à son espèce. Et l'homme ne déroge pas à la règle. Pour avoir un équilibre hormonal et réduire l'inflammation, concentrez-vous sur des aliments non transformés, non industriels, des aliments qui ne contiennent pas plus de 4 ingrédients différents, comme les légumes et tous les produits animaux, la viande, les œufs, les produits laitiers, le poisson, etc. Du moins au début, lorsque vous transitionnez d'un régime riche en glucides et en nourriture transformée vers un régime cétogène si vous ne souhaitez pas suivre un régime carnivore tout de suite, ou si vous ne souhaitez pas en suivre un tout court. Cela permettra à votre corps de déverrouiller les cellules adipeuses pour pouvoir utiliser les graisses comme carburant. Le changement demande des connaissances et de la sagesse, pas de la volonté. Rejetez les mythes de comptage de calories et adoptez la compréhension biologique. Soyez patient et indulgent envers vous-même pendant que vous soignez votre métabolisme en changeant progressivement de régime alimentaire. Enfin, nourrissez votre corps de l'intérieur vers l'extérieur et regagnez la santé et la vitalité. Maintenant que j'ai fini mon blabla, maintenant que j'ai fini de parler, j'ai fini de lire mon script, on va juste revenir sur un petit point. Parce que la perte de poids et la prise de poids, la gestion de son poids en tout cas, c'est un sujet très commun malheureusement de nos jours. Parce que sur Terre, il y a désormais plus de personnes en surpoids que de personnes qui n'ont pas assez à manger. Et c'est une situation relativement grave. Parce que c'est-à-dire que, en réalité, bah, les glucides, ils nous ont bien aidés. Et ça, je dois bien l'avouer, il y a un moment où l'humanité, ben, il y avait beaucoup de gens qui mangeaient pas à leur faim, qui n'avaient pas accès à suffisamment de nourriture. Et il est clair que les glucides, ils ont changé le game, les céréales, etc. Ça a vraiment changé le game parce que on pouvait avoir des quantités assez importantes pour pas cher et ainsi nourrir tout le monde. Sauf qu'aujourd'hui, ben, on n'a plus ce problème-là, en tout cas dans les pays développés, on n'a plus ce problème-là. On n'a plus le problème de devoir nourrir les gens, on a un problème de devoir bien les nourrir, de devoir les nourrir correctement. Et comme j'en ai parlé tout à la fin, je pense que la chose la plus importante, au final, c'est pas d'être carnivore, parce que certes, je parle beaucoup du régime carnivore, parce que c'est le régime que je suis, c'est un régime auquel je crois, mais j'ai bien conscience que ben, ce régime, il n'est pas forcément adapté pour tout le monde. Et j'ai d'ailleurs à ce sujet récemment écouté un podcast, et c'est vrai que voilà, bah, pas tout le monde, évidemment, ne va être
attirer et va vouloir en fait adhérer à ce régime alimentaire et c'est quelque chose que je peux comprendre parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas forcément la viande et des personnes qui trouvent ça bon mais qui n'aiment pas ça au point d'en manger à chaque repas et ça je peux le comprendre. Et pas forcément pour des raisons bah, de maltraitance animale ou autre. Parce que ça, je ferai un épisode dans le futur qui parlera plus en détail de ces sujets-là, et notamment de pas mal d'arguments que peuvent donner les véganes quant à leur régime alimentaire et pourquoi ils le font. Parce que on diabolise ou on démonise, comme vous voulez, la viande de nos jours, mais bah, il n'y a pas forcément de raison. Et les arguments qui sont donnés, bah, ils sont soit faux, soit incomplets. Donc, il est intéressant de remettre les choses en perspective et je vais faire ces épisodes non pas pour cracher sur les véganes, non pas pour vous dire de ne pas être végane et de d'arrêter ou d'ouvrir une guerre contre les véganes, mais simplement pour bah, remettre les idées au clair et donner des contre-arguments et montrer le spectre entier en fait de la réalité au final, d'une partie de la réalité vis-à-vis de tout régime alimentaire, que ce soit le carnivore ou que ce soit le vegan, parce qu'ils ont tous leurs problèmes et aucun des deux peut-être ne sauvera la planète. Donc c'est important de remettre ça en perspective. Donc, premièrement, voilà, je vais pas vous dire de suivre un régime carnivore parce que bah, c'est pas forcément adapté. Ce que j'ai pu entendre aussi dans l'épisode donc du podcast, outre le fait que certaines personnes ne sont pas attachées à la viande, plus que ça, c'est que le régime carnivore, il marche surtout extrêmement bien pour les personnes qui sont malades. Malheureusement, bien sûr, mais toutes les personnes qui ont des transformations et pour qui le régime carnivore fait vraiment des miracles, ce sont notamment des personnes qui sont malades, qui avaient une maladie chronique, que ce soit une maladie de Crohn, que ce soit de l'arthrose, que ce soit du diabète, etc., etc., ou des maladies auto-immunes. Dès que vous avez ce genre de conditions, il peut être intéressant de considérer un régime carnivore dans un premier temps. Euh, Pas seulement de considérer donc un régime carnivore, mais surtout, euh, comme on est sur la prise de poids, la perte de poids plutôt, ici, ben, ce qui peut être intéressant, c'est donc au début de faire un régime strictement carnivore, c'est-à-dire vraiment uniquement de la viande, et qu'un seul type de viande, qu'un seul animal au début. C'est ce qu'on appelle le régime d'élimination, hein, l'elimination diet. Donc un seul type de viande, que de la viande au début. Et puis, une fois que ça va mieux, si vous constatez que ça va mieux et que vos symptômes s'améliorent au final au lieu de s'empirer, là vous pouvez commencer au final, et ça on en a déjà parlé, vous pouvez au fur et à mesure rajouter de nouveaux ingrédients. Au bout de quelques temps, si vous voulez réimplémenter certains ingrédients dans votre régime alimentaire, vous pouvez, et c'est même grandement conseillé parce que bien que certains ne vont jamais bah, rajouter des choses parce qu'ils se sentent tellement bien et que ça leur va de manger que de la viande, certains vont vouloir varier un peu et manger de la viande, manger du poisson, manger des légumes de temps en temps, etc. Et puis même de manière extrêmement occasionnelle, contrairement à des légumes où potentiellement vous pourriez en manger tous les jours si ça vous chante, hein. Voilà, on a bien des êtres humains qui ont réussi en étant vegan à vivre plus de 100 ans, donc c'est que pour certaines personnes, ben, les plantes ne font
pas tant de dégâts que ça et ne sont pas si dangereuses que ça pour certaines personnes. Mais voilà, de manière très occasionnelle, c'est-à-dire par exemple pour votre anniversaire ou pour de fêtes de famille, genre Noël, vous pouvez vous permettre de manger de la nourriture un peu industrielle, des gâteaux, des trucs comme ça, et ça, vous pouvez le faire sans aucun remords si pendant les 363 jours restants dans l'année, vous faites, vous mangez correctement et vous mangez des choses saines. Et en fait, mon point, c'est donc un régime cétogène, c'est certainement le meilleur régime. Maintenant, certaines personnes peuvent, avec les glucides, ben, s'en sortir très bien aussi. En fait, ça dépend à la fois de vos préférences, à la fois de votre état de santé, et puis ça dépend aussi d'est-ce que vous avez envie de changer tout simplement votre régime. En fait, voilà, ça dépend de comment votre corps répond à ce que vous pouvez manger. Donc si ben, vous allez bien, que vous n'avez aucun problème, etc. en mangeant votre régime actuel, très bien, pourquoi pas. Maintenant, il y a quand même un point sur lequel j'aimerais insister, peu importe le régime que vous mangez, c'est de prendre, comme je l'ai dit, de ne manger que des ingrédients et que des aliments qui sont composés plutôt, de ne manger que des aliments qui sont composés de moins de 4 ingrédients différents. C'est important parce que plus il y a d'ingrédients, plus la nourriture est transformée. On en a parlé dans la vidéo sur la santé mentale notamment. Et plus ça va bah, ne pas vous bénéficier, et plus ça va vous faire du mal. Parce qu'au plus la liste est longue, au plus il y a de chances pour qu'il y ait des merdes dans cette liste, soit des choses au nom imprononçables et qui n'ont rien à faire dans votre corps, soit des choses au nom plus prononçables comme toutes les huiles végétales mais qui n'ont rien à faire dans votre corps quand même, soit du sucre et des trucs dans ce genre. Donc c'est important de ne manger que des choses, un maximum de choses où il y a bah, un seul ingrédient, c'est encore mieux, quoi. C'est-à-dire de la viande, des vrais morceaux de viande, ou de la viande hachée à minima, de manger du poisson, de manger pourquoi pas ben, du beurre par exemple, parce que c'est fait qu'avec du lait, ou bien de prendre, là ce que j'ai testé récemment, c'est de la graisse de canard, donc il n'y a qu'un seul ingrédient concrètement. Ça peut être aussi du coup des légumes, parce que les légumes, il y a un seul ingrédient, avec un petit warning sur les légumes, parce que vaudrait mieux. C'est bien mieux si vous mangez des légumes cuits. Je sais que de nos jours, on nous dit beaucoup de manger des légumes crus. On nous dit que c'est bien de faire ça. Mais il s'avère que en termes de biodisponibilité des nutriments et en termes de toxicité des substances présentes dans les plantes, ben c'est beaucoup moins bien de manger des légumes crus que des légumes cuits. En faisant cuire vos légumes, vous allez rendre les nutriments plus biodisponibles, donc plus absorbables et utilisables par votre corps. Et par la même occasion, vous allez aussi réduire la toxicité de ces légumes, de ces plantes. Et donc, ben, si vous réduisez la toxicité, ça peut faire que, ben, au final, vous aurez tellement des doses faibles que ça ne vous impactera pas tant que ça et que vous allez vivre tranquillement et n'avoir aucune maladie. En tout cas, s'il y a bien une chose, et je ne sais pas si j'ai déjà fait ce genre de déclaration, et je m'en excuse si j'en ai déjà fait dans le podcast, mais comme je le dis en intro, je suis un étudiant pour la vie, et ça veut dire que bah, j'apprends, en fait. J'essaye d'apprendre un maximum, d'apprendre chaque semaine de nouvelles choses. Et bah, une partie de l'apprentissage, c'est aussi de faire des erreurs, de se tromper, etc. Et donc c'est pour ça que
Là, je tiens à préciser que si j'ai pu dire que un régime carnivore, ça va régler tous vos problèmes et que ça va, par exemple, vous empêcher d'avoir le cancer ou ce genre de choses quand vous serez vieux, bah la réponse c'est qu'on n'en sait rien, en fait. Et pour aucun régime alimentaire, on n'a absolument aucune idée de l'impact d'un régime alimentaire sur le très long terme, sur la santé humaine, que ce soit vegan, que ce soit carnivore, que ce soit végétarien, que ce soit flexitarien, que ce soit ce que vous voulez, omnivore ou quoi. La seule chose dont on est à peu près sûr, c'est que la nourriture industrielle, le sucre, les seed oils, donc les huiles végétales, quand on mélange tout ça et qu'on en consomme beaucoup, ça on sait que ça cause d'énormes problèmes. D'énormes problèmes. Maintenant, manger des plants, que des plantes, hein, être végétarien jusqu'à la fin de votre vie ou être carnivore jusqu'à la fin de votre vie, ben on sait pas. À tous les coups, ben il y a certaines personnes végétariennes qui vont choper des cancers et d'autres non, ou d'autres types de maladies qu'on peut associer avec l'âge, la vieillesse, etc. Et pareil pour les carnivores, il y en a, ils vont pas avoir ces maladies-là, il y en a d'autres qui vont les attraper. Ça dépend aussi de tellement de choses et pas seulement d'alimentation, ça dépend du mode de vie en général, parce que si vous changez juste votre alimentation et pas ce qu'il y a autour, bah forcément ça va avoir un impact. Et puis de même, bien sûr, si vous si vous changez ben votre environnement, tout simplement, ça dépend de là où vous vivez, des conditions, etc., de la qualité de l'air par exemple ou quoi. C'est très différent si vous vivez en pleine campagne ou si vous vivez en ville, notamment, je pense sur en termes de longévité, donc il y a énormément de facteurs qui jouent, bien sûr. Mais donc le truc, c'est qu'il n'y a pas de réponse définitive. En fait, voilà, on ne sait pas. Comme j'ai dit, le seul truc qu'on sait, c'est que la malbouffe, ça, c'est sûr que ça fait des gros dégâts et qu'il faut l'éviter. Donc pour l'éviter, manger des choses où il n'y a ben, qu'un seul ingrédient. Moins de 4 ingrédients, alors certainement que vous allez réussir à me trouver du pain. Après, encore une fois, si vous prenez du pain, alors déjà les pains complets, ça c'est sûr qu'il y a plus de 4 ingrédients parce qu'ils mettent plus de 4 céréales dedans, en plus de la farine, etc. Donc ça, vous pouvez les enlever. Mais un pain traditionnel qui est fait avec de la farine, de la levure, de l'eau, etc. Potentiellement moins de 4 ingrédients. Encore une fois, ben, si vous en consommez, si ça fait partie de votre régime alimentaire, que ça vous plaît et que surtout ça ne dégrade pas votre santé, que ça ne dégrade pas vos performances, etc. et que ben vous ne constatez au final aucun problème vis-à-vis de ça, ben j'ai envie de vous dire pourquoi pas, allez-y, faites-vous plaisir au final. Le truc c'est voilà, de manger sainement, c'est-à-dire de manger en gros de la vraie nourriture. Je pense que c'est le plus important. Peu importe si vous mangez des plantes ou pas. Le seul truc, c'est que autant les plantes, c'est pas vital, autant la viande la viande ou le poisson, si vous avez envie de prendre du poisson ou des œufs, les produits animaux sont quant à eux essentiels parce qu'il y a des vitamines qui ne sont présentes que dans la viande, le poisson ou les œufs, notamment les vitamines B. Et ce sont des vitamines, hein, il y a plein d'autres nutriments qui sont ultra importants et qui sont présents là-dedans, notamment la carnitine, par exemple pour la viande. Carnitine qui est présente que dans la viande, que vous ne pourrez pas avoir avec des plantes. Et les vitamines B, comme j'ai dit, et ça, ce sont des nutriments qui sont essentiels pour votre corps, donc il faut que vous consommiez un minimum de viande chaque jour, ou ou si vous n'avez pas envie, chaque jour, chaque semaine, et plusieurs fois par semaine, parce que la viande, c'est absolument vital. Autant les plantes, on peut s'en passer, la viande, c'est plus compliqué de s'en passer, sans avoir des carences notamment.
Donc voilà pour ce petit topo, voilà pour ce petit épisode sur les mécanismes de la perte et de la prise de poids. Donc ici on a abordé, voilà, en gros éviter de mixer glucides et graisses parce que ben ça va faire un combo terrible pour la prise de poids. Ne vous souciez pas forcément des calories, surtout si vous suivez un régime cétogène, voire surtout un régime carnivore, parce que, ben, encore une fois, la viande, elle est très dense en nutriments. Donc, il y a potentiellement besoin de moins de viande d'un peu moins de calories pour pouvoir quand même atteindre ces objectifs. Bref, bah, je vous remercie comme d'habitude pour votre temps, pour votre écoute. Ça fait plaisir de faire des podcasts. Je vous donne rendez-vous comme d'habitude mardi prochain pour un nouvel épisode du podcast des 4 piliers. Et puis, comme d'habitude, bien sûr, je vous souhaite une excellente journée.